Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, on va faire un retour sur la deuxième défaite consécutive des Alouettes et la bagarre qui est survenue après leur revers contre les Lions de la Colombie-Britannique. On va recevoir un invité pour notre segment Fantasy Football. L'ancien demi à l'attaque de la NCAA et de la Ligue canadienne, Gilles Lézy, va se joindre à nous afin de dévoiler le top 20 de Marc-André à la position de porteur de ballon en termes de fantasy football. Alors, cet épisode du podcast Le Sac du Car commence à l'instant. Guillaume, par la musique. Marc-André, avant de parler des Alouettes, mine de rien, les camps d'entraînement de la NFL s'en viennent et pour les gens qui écoutent le podcast ou qui le regardent via notre chaîne YouTube, on a commencé à préparer des épisodes dédiés à des previews, à des avant-goûts des 8 sections de la NFL. Alors, au cours des prochaines semaines, on va mettre 2 épisodes en ligne. Un épisode régulier, on va parler des Alouettes, des actualités de la NFL, du fantasy football, mais également un épisode preview avant-goût de division. Et cette semaine, plus tard au cours de la semaine, on va mettre en ligne la section Est de l'association américaine. Exactement. Les Pats, les Jets, les Bills. Est-ce que les Bills, justement, pourront aller chercher un 6e titre consécutif de la section Est de l'américaine? Ça reste à voir. Et avant de commencer, pour les Alouettes, j'invite les gens à s'abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, le Sac du Car, Instagram, la page du Sac du Car, sur Spotify, sur les plateformes d'écoute également, Apple Podcast. Laissez-nous des commentaires, des reviews, comme on dit en bon français, des cotes, des 5 étoiles et tout. Bref, ça serait grandement apprécié. On veut pas de 4 étoiles, c'est 5 étoiles ou rien. Exact. Puis écoute, on essaie de faire grandir ça, ce projet-là, puis on a besoin de vous, puis la réponse est vraiment excellente jusqu'à maintenant, puis on continue d'aller de l'avant avec ça, puis on vous propose, ça nous incite d'ailleurs à proposer d'autres contenus comme les aperçus là, des différentes divisions dans la NFL prochainement. Ben oui, voilà. Alors, suivez les conseils de Marc-André, puis partagez également nos publications au niveau des réseaux sociaux avec vos amis qui sont des mordus de football, parce que d'entendre le dire, ça va être le début de la saison de la NFL. Les Alouettes ont congé cette semaine, mais leur saison se poursuit également. Exactement, Didier. Et quelle scène folle, t'en as été l'un des témoins privilégiés, là. À la fin du match contre les Lions de la Colombie-Britannique, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. On doit commencer par ça. Lorsque Jason Maas a quitté ton entrevue là, pour aller... On dirait qu'il avait l'air d'un gars là, au secondaire là, qui avait un rendez-vous au Rakabessic, puis il n'avait pas le temps de te parler, de conclure l'entrevue. Comment tu as vécu ça là, sur les lignes de côté? Écoute, je me suis senti comme si je travaillais pour la WWE, puis je faisais une entrevue, puis là, soudainement, Jason Maas avait quitté pour aller joindre au Royal Rumble dans le ring. Écoute, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Je me demandais qu'est-ce qui se passait, parce que moi, de l'angle où j'étais positionné, je voyais pas qu'est-ce qui se passait sur les lignes de côté, puis naturellement, toute mon attention était portée vers Jason Maas, qui était très animé, très frustré, avec raison, de la défaite, de la façon dont le match s'est terminé sur le botté victorieux de Sean White. Les Alouettes qui ont bousillé une 2e opportunité consécutive là, de gagner un match après la défaite à Hamilton. Mais lorsqu'il est parti comme ça, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va où? Puis là, je me retourne, puis là, je vois la bagarre, le rififi, le brouhaha, peu importe comment tu veux appeler ça, entre les deux équipes. Là, j'ai sorti mon téléphone comme tout le monde, puis là, je me suis mis à filmer. Mais c'est vraiment particulier de voir ça. Puis là, Jason Maas venait d'énumérer toutes les choses qui ont pas bien fonctionné pour les Alouettes au cours de la rencontre. Là, il se retourne, puis là, il dit, en plus de ça, là, il y a ça qui se produit, puis là, il est parti à la course afin d'essayer d'arrêter tout ça. Non, c'est vraiment particulier, là, cette scène-là. En tout cas, je vais m'en rappeler longtemps, puis sur les réseaux sociaux, tout le monde avait des commentaires, bien sûr, à la suite de la bagarre là, qui est survenue. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, Didier? Je pense que c'est un joueur des Lions qui a voulu entrer dans le vestiaire des Alouettes. Hein? À la base, c'est ça, la genèse là, du conflit. Ouais, c'est ça, c'est l'ailier défensif Kimoko Touré
qui a essayé d'entrer dans le vestiaire des Alouettes, une façon de narguer les Alouettes, comme si les joueurs des Alouettes n'étaient pas assez frustrés après avoir perdu sur le dernier jeu du match et la déconfiture lors des 3 dernières minutes. Alors, il y avait Isaac Ademi Berglund qui était là, puis là, lui, naturellement, il l'a empêché d'entrer dans le vestiaire. Puis là, Touré a commencé à envoyer des coups de poing en direction d'Ademi Berglund, puis c'est là que ça a complètement dégénéré sur les lignes de côté au stade Purcell Molson. Alors, on enregistre le podcast mercredi matin. Il n'y a toujours pas de sanctions qui ont été annoncées par la Ligue canadienne de football. J'ai bien hâte de voir ça, Marc-André, hein? Parce que habituellement, la Ligue canadienne de football, puis dans la NFL aussi, on donne des amendes. Ça prend quelque chose de vraiment grave là, afin de suspendre un joueur. Mais moi, je pense qu'il faut créer un précédent. Là. Que tu peux pas avoir de bouffonnerie comme ça, d'avoir un joueur de l'équipe adverse qui essaie d'entrer dans un vestiaire. Pour moi, ça prendrait une suspension, en fait, d'envoyer un message clair qu'on ne veut plus de ça du côté de la Ligue canadienne. Peut-être qu'on a aimé ça, parce que, écoute, sur les réseaux sociaux, ça a bien performé, tout le monde s'est mis à parler. Ben oui, même aux États-Unis, mais je crois pas que la Ligue canadienne recherche ce genre d'attention-là. Si on parle du match maintenant, Didier, on peut parler de manque d'opportunisme des Alouettes, comme tu l'as mentionné, de gagner un quatrième match. Mais il faut commencer à parler de la défense. On a vraiment été élogieux envers la défense en début de saison, mais là, elle n'a pas fermé la porte en fin de match là, lorsque c'était nécessaire. Ouais, puis je suis obligé de pointer du doigt le groupe d'entraîneurs des Alouettes, parce que défensivement, écoute, c'est comme si on savait, là, OK, du côté des Alouettes, on menait par 2 points. Alors, la situation était claire que, bon, les Lions, pour gagner, ils ont juste besoin de botter de précision. Là, on jouait du prevent defense. On jouait en donnant beaucoup d'espace aux receveurs de passe. On jouait en recul contre les receveurs des Lions de la Colombie-Britannique, comme s'ils avaient besoin d'inscrire un toucher pour gagner la rencontre. Alors, ça a été facile, entre guillemets, pour les Lions d'avancer le ballon et d'être en position afin de tenter un botté de précision. Puis en plus de ça, la pénalité à Pierre-Olivier Lestage. Écoute, Sean White, on le sait, là, Sean White, il a porté les couleurs des Alouettes, ça fait longtemps, mais quand même, en passant, il connaît toute une carrière, il est toujours là, Sean White. Souviens-toi, il y a des partisans des Alouettes qui l'aimaient pas, étant donné qu'il n'avait pas la jambe la plus puissante, mais il est toujours là, mais ça pour dire que si tu ajoutes les 15 verges de la pénalité de Pierre-Olivier Lestage, Sean White ne réussit pas sa tentative de botter précision. Donc, mais avant même la pénalité de Lestage, la façon dont on jouait défensivement, puis c'est pas en raison des joueurs, mais au niveau de la couverture qu'on a décidé d'utiliser, ça faisait pas de sens du côté des Alouettes, Marc-André, pour moi, parce qu'on avait besoin simplement de botter précision du côté des Lions. Alors, ça servait à rien là, de défendre la zone des buts rendue là, du côté des Alouettes. On semblait pas prêt aussi en fin de match, là, ce qui a permis la passe qui a mené au botté de Sean White. Ça aussi, je pense qu'on peut jeter la pierre au groupe d'entraîneurs. Là. On semblait vraiment pas savoir quoi faire, là, et avec quoi dans les derniers, avec quoi 3 secondes à faire là, en fin de match. Il y avait énormément de confusion. J'ai trouvé ça aussi. Ouais. J'ai dû regarder à nouveau les 3 dernières minutes parce que, écoute, là, c'était tellement fou. Il s'est passé tellement de choses, plus la bagarre après. Mais oui, il semblait avoir de la confusion. Puis c'est ça le football. Hein. On parle de football de situation, à quel point c'est important. Et lors des entraînements, on pratique toutes les situations-là. Du côté des Alouettes, on fait un bon travail, mais pour une raison que j'ignore, on n'a pas été en mesure d'appliquer qu'est-ce qu'on pratique durant les entraînements parce que les situations importantes comme ça, c'est ça qui fait la différence entre des victoires et des défaites, la fin des demi, l'attaque des 2 minutes, la fin d'une rencontre comme ça, lorsqu'il y a un botté précision qui va être tenté par l'équipe adverse. Alors, il y a eu un manque à ce niveau-là en termes d'exécution du côté des Alouettes. Ce n'est pas parce qu'on ne pratique pas ça lors des entraînements, on le fait, mais il y a un manque au niveau de l'exécution, comme tu dis. Alors, on avait l'impression qu'on n'était pas prêt. Et pourtant, on a toujours l'air bien rodé, là, les défenses de Noel Thorpe, match après match. C'est quand même surprenant que ça arrive. Ben, c'est mieux que ça arrive au 5e match de la saison qu'en finale de l'Est ou à la Coupe Grey. N'empêche que la défense des Alouettes a accordé 430 verges Hmm. au Lion de la Colombie-Britannique, 352 à Nathan Rourke. Et ça me rappelle, il y a un match l'année dernière, là, Nathan Rourke à Montréal avait quand même connu du succès contre la défense de Noel Thorpe. Il a obtenu plus de 300 verges. A été victime de 3 interceptions. Il avait récolté plus de 300 verges, le 22 en 28 l'année dernière aussi. Donc, Nathan Rourke, vraiment,
ça peut être la kryptonite là, un peu de la défense. De Noel Thorpe, il a connu un fort match là, il a livré la marchandise là, pour le joueur le mieux payé là, de la Ligue canadienne. Ouais, lorsque Rourke est en santé, il est le meilleur carrière de la Ligue canadienne là, de football. Là. Pour moi, dans mon esprit, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis on le savait, les joueurs des Alouettes, durant la semaine de préparation en entrevue, ils l'ont dit, écoute, les Lions, ils ont une attaque qui a le potentiel d'être très explosive. Mais malgré tout, je trouve qu'on a limité les dégâts, mis à part la dernière séquence. On a comme limité les dégâts, là, parce que les Lions, oui, sont explosifs en attaque. Mais les Alouettes auraient dû gagner le match. Malgré toutes les statistiques que tu viens de mentionner de Nathan Rourke, les Alouettes étaient la meilleure équipe, je crois. Là. Puis les Alouettes jouaient sans leur carrière partant. Davis Alexander n'était pas là. C'est McLeod Bethel-Thompson au poste de quart. On a laissé beaucoup de jeux sur le terrain. Et avant la rencontre, je crois que c'est la veille du match, Jason Maas m'avait dit qu'on devait être bien exécuté en attaque. Là. Okay? Que lui, il avait reconnu qu'il avait un mauvais plan de match, Hamilton, qu'il allait apporter des ajustements, mais les joueurs devaient exécuter. Puis les joueurs n'ont pas exécuté, Marc-André. Bethel-Thompson, sa longue passe à Charleston Rambo, directement dans les mains de Rambo, qui avait complètement dépassé son couvreur. Ça aurait été un touché. Plus tard, en deuxième demi, si je me souviens bien, Tyler Snead s'était libéré. Lui aussi, il avait complètement battu son couvreur en plein centre du terrain. La passe de Bethel-Thompson était un petit peu trop longue. Il y a certaines de ces passes que Bethel-Thompson a ratées, d'autres passes échappées. On a laissé beaucoup de jeux sur le terrain sur du côté des Alouettes. On aurait dû gagner cette rencontre. Comme on aurait dû gagner à Hamilton, on en a parlé en long et en large, le fait qu'on n'a pas couru avec le ballon. Puis en passant, tu as vu, là, on a couru avec le ballon dès le début de la rencontre. Je m'en allais te relancer là-dessus sur l'équilibre. Je m'en allais te lancer là-dessus sur l'équilibre. Là. Comment tu as trouvé l'équilibre dans ce match-là? Ben, si on avait eu le même équilibre à Hamilton, on aurait gagné le match, Marc-André. On aurait gagné le match à Hamilton. C'est aussi simple que ça. Les Tiger Cats s'en arrachent contre la course. Là, dès la première séquence, qui a donné le ton, encore une fois, Shanton Arlington. En 2 courses, il a gagné 35 verges lors de la première séquence. Puis après ça, je sais pas pourquoi, il n'a pas touché au ballon pendant écoute, là, pendant au moins 3 séquences, je crois, il a pu retoucher au ballon. On l'a pas revu à un certain moment donné, même je me suis mis à regarder sur les lignes de côté. Est-ce qu'il était blessé? Non, il était là debout sur les lignes de côté. Mais tout ça pour dire qu'on a couru avec le ballon, j'ai aimé l'équilibre qu'on a eu du côté de l'attaque des Alouettes. C'est au niveau de l'exécution qu'il y a eu des ratés, au niveau du jeu aérien. Mais je pense que c'est clair, il me semble, Marc-André, là, que l'attaque des Alouettes, peu importe qui est au poste de carrière, là, que ce soit Davis Alexander ou McLeod Bethel-Thompson, lorsqu'on court avec le ballon, lorsqu'il y a un meilleur équilibre au niveau de la sélection de jeu, cette attaque-là est difficile à arrêter. Il faut juste mieux exécuter au niveau du jeu aérien. C'était son 100e match dans la Ligue canadienne, Sean Thomas Arlington. 11 courses, 76 verges. Il a même inscrit un touché par la voie des airs également. Les Alouettes sont maintenant en congé, Didier, cette semaine. Qu'est-ce que les Alouettes doivent solutionner durant la semaine de congé là, pour retrouver le chemin de la victoire? Ouais, ben là, on va jeter également un coup d'œil au classement de la section S, Marc-André, parce que là, ça s'est resserré. Hein. Souviens-toi, les Alouettes avaient commencé 3-0, il n'y avait aucune autre formation au sein de la section S qui avait une victoire, puis là, on se disait, mon Dieu, les Alouettes vont s'assurer du premier rang avant la fête du travail. Mais regarde comment ça a changé là, rapidement. T'as les Tiger Cats de Hamilton qui ont maintenant une séquence de 2 victoires, sont juste 2 points derrière les Alouettes, puis là, ils détiennent le bris d'égalité, étant donné qu'ils ont vaincu Montréal il y a 2 semaines. Alors, d'abord et avant tout, est-ce que Davis Alexander sera en mesure de jouer contre les Argonauts de Toronto après la semaine de congé? On anticipe que oui, mais ça reste à voir. Là. J'ai parlé avec des gens au sein de l'organisation des Alouettes, puis ils n'avaient pas de réponse définitive encore une fois. Alors, ils vont l'évaluer durant la semaine de congé, son état de santé avec son ischio-jambier. Ça, c'est la chose numéro 1. Mais du côté du coaching staff des Alouettes, du groupe d'entraîneurs, on doit se regarder dans le miroir, Marc-André. Parce que, encore une fois, pour moi, les 2 défaites, puis je sais, il n'y a jamais juste une raison. Là, une défaite, il n'y a jamais juste une raison à une victoire. Mais il y a eu un manque du côté du groupe d'entraîneurs. À Hamilton, le plan de match en attaque, on n'a pas couru avec le ballon, et la déconfiture du côté de la défense à la fin de la rencontre, lors des 3 dernières minutes, contre les Lions de la Colombie-Britannique. Les entraîneurs des Alouettes doivent se regarder dans le miroir parce que, Marc-André, cette équipe-là, je crois qu'elle est la plus talentueuse
de la Ligue canadienne. C'est l'équipe avec le plus de profondeur. On a du talent à toutes les positions. Le talent est là. Là, c'est aux entraîneurs, justement, de bien utiliser ce talent-là, de bien utiliser les joueurs. Si tu es l'entraîneur-chef des Alouettes, Didier, puis que Davis Alexander doit rater un autre match, est-ce que tu es tenté d'envoyer Caleb Evans dans la mêlée pour le départ ou Non, tu non, demeures non, avec non, 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 Bethel non, non, Thompson? non. Non, 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 non. Tu demeures avec Bethel Thompson. Même, je préférais voir James Morgan avant Caleb Evans. Caleb Evans est vraiment limité comme passeur. Je sais, il avait gagné des départs avec les Alouettes, mais c'était contre Ottawa il y a 2 ans. Puis Ottawa était une des pires équipes de la Ligue. C'était pas la pire formation de la Ligue. Caleb Evans, c'est un beau coureur, mais il est trop limité comme passeur. Non, non, Marc-André, j'ai pas besoin de voir Caleb Evans obtenir un départ là, à la place de Bethel Thompson. Tant qu'à ça, donnons une chance à James Morgan. Je préfère avoir James Morgan. Je sais ça va être quoi avec Evans. Avec Evans, son potentiel est très limité en tant que passeur. Puis encore une fois, Bethel Thompson, c'est une question de pouces, de centimètres. La passe à Snee, notamment, trop longue. C'est la bonne lecture et tout. Je pense qu'on est allé d'une protection maximale ce jeu-là, si je me souviens bien. Mais encore une fois, il n'en manquait pas beaucoup. Donc, les jeux sont là du côté de l'attaque des Alouettes. Même sans Davis Alexander, je sais, je l'ai dit à plusieurs fois, mais c'est ça. C'est au niveau de l'exécution qu'il y a eu des manques. Et puis ça, c'était au niveau des joueurs, là, vraiment. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des changements lors du prochain match, là, à question de brasser la soupe un peu? En défense ou en attaque, peu Euh, importe? je croirais pas. On va voir ce que Austin Mack va revenir au jeu aussi. Faut pas Ah ouais. l'oublier. Lui aussi, il a raté les 2 derniers matchs du Alex côté des Hollins, Alouettes. peut-être? On va peut-être le voir dans la Euh, formation. ouais, peut-être Hollins, oui, effectivement. Là, il va avoir le temps de se familiariser avec le cahier de jeu. Mais encore une fois, le talent est là. Tu sais, même sans Austin Mack, même sans Davis Alexander, les Alouettes auraient dû gagner les 2 derniers matchs. Là. OK, ils pourraient avoir une fiche de 5 victoires, aucune défaite. Dans le pire des cas, 4-1. Là. On a complètement bousillé la fin de match contre les Lions de la Colombie-Britannique. Donc, je pense pas que c'est des changements de personnel qui vont nécessairement aider les Alouettes, parce que le personnel est bon. Moi, j'en viens au coaching staff qui doit mieux gérer les rencontres. Alors, je rappelle, Didier, les Alouettes sont en congé cette semaine. Ils vont affronter les Argonauts le 17 juillet prochain. C'est jeudi, pas cette semaine, l'autre. Les Argonauts vont être en ville au stade Percival Molson. La rencontre est prévue à 19h30. Évidemment, ce sera sur les ondes d'RDS avec l'émission d'avant-match. J'ai bien hâte de voir. Ça va être un bon test. Là. On ne sait pas. C'est encore Nick Arbuckle du côté des Argonauts qui est le quart aux dernières nouvelles. Je ne sais pas si on va voir enfin Chad Kelly cette saison. Je pense que les Argonauts en auraient bien besoin là, de retrouver leur quart numéro 1. Ouais, eux, ils ont mangé une raclée. Ils ont accordé quoi, une cinquantaine de points aux Tiger Cats d'Hamilton la Ouais. semaine dernière. Mais il y a Brandon Weedy qui, justement, il disait qu'il visait la 7e semaine d'activité pour le retour au jeu de Chad Kelly. C'est justement le match contre les Alouettes. Mm-hmm. On va voir si ça va être le cas. Mais même si Chad Kelly revient, premièrement, tu te souviens de la blessure qu'il avait subie là, contre les Alouettes dans le cadre de la finale Mm-hmm. de l'Est. Fracture ouverte. C'est la raison pour laquelle il n'est toujours pas de retour au jeu. Puis ce genre de blessure-là, est-ce qu'il va être aussi mobile qu'il était avant de se blesser? Parce que ça, c'était une de ses forces, en mesure d'acheter du temps. Chad Kelly faisait du bon travail. Donc, j'ai hâte de voir ça. Puis, du côté des Argonauts, comme je viens de le dire, on vient d'accorder une cinquantaine de points. On a plusieurs trous au sein de la formation. Là. Défensivement, on est allé de plusieurs changements durant la saison morte. On a perdu des joueurs. Donc, les Argonauts sont une équipe qui se cherche là, présentement. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est encore loin, là, cette rencontre-là. Mais pour les Alouettes, on ne peut pas perdre 3 matchs de suite et on ne peut certainement pas perdre 2 rencontres consécutives à domicile au Sapper Soul Molson. Bref, on va voir, premièrement, si Davis Alexander sera de retour à l'entraînement lorsque les Alouettes auront terminé leur semaine de congé. Argos Alouettes, je le rappelle, 17 juillet, 19h30 à Montréal. C'est le prochain match des Alouettes. Oui. Alors écoute, Marc-André, maintenant, on va se tourner du côté du fantasy football. Déjà, oui, habituellement, on parle des actualités de la NFL, mais il ne se passe rien dans la NFL. C'est une des rares périodes annuelles
où, ben justement, il n'y a pas de nouvelles vraiment du côté de la NFL. Tout le monde est en congé au niveau des équipes avant le début des camps d'entraînement. Ça va commencer à la fin du mois de juillet, donc ça arrive à grands pas. Mais on a décidé de mettre la table en termes de fantasy football à la position de porteur de ballon. Lors des dernières semaines, Marc-André a dévoilé son top 20 à la position de receveur de passe, des liens rapprochés notamment. Mais là, on a Gilles Lézy avec nous, ancien porteur de ballon lui-même, des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal, des Wildcats de l'Université Northwestern. Gilles a joué dans la Ligue canadienne. Gilles, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, Gilles, Marc-André, on va comparer vos classements. Les deux, vous avez fait votre top 20 à la position de porteur de ballon en vue de la prochaine saison de Fantasy Football du côté de la NFL. Et on va comparer justement vos top 10 pour commencer. Gilles, tu t'es prêté à l'exercice. En première position, vous avez le même porteur de ballon. On le voit, B. John Robinson. Alors pour vous, ça va être lui le meilleur porteur de ballon en termes de fantasy football. Mais là, on voit dès la deuxième position, entre Marc-André et Gilles, ben là, on ne s'entend pas. Gilles a Jahmyr Gibbs, alors que Marc-André a Saquon Barkley. Ben tout d'abord, on va y aller avec toi, Gilles, en premier. Pourquoi, pour toi, B. John Robinson est le meilleur porteur de ballon en termes de fantasy football en vue de la saison 2025? Ben, je pense que Bijan Robinson, c'est un joueur premièrement, qui est explosif. C'est un joueur qui attrape beaucoup de balles, il y a beaucoup de jeux qui sont désignés pour lui. On l'a vu l'année passée, malgré qu'il partageait la balle avec Tyler Algier. Je pense en fin de saison, on a commencé à l'utiliser comme il faut, puis on a vu avec le pointage, les pointages qu'il a reçus, que c'était vraiment un joueur à surveiller. C'est un joueur qui est jeune, relativement jeune encore, donc qui a un avenir en avant de lui. Et je pense que s'il reste en santé, il doit être considéré comme le meilleur running back ou un des meilleurs running backs en fantasy football. Ouais, et toi, Marc-André, pourquoi toi aussi tu as Bijan classé numéro un? Même chose, depuis qu'il est arrivé dans la NFL, on dit de lui que c'est un joueur étoile. Je pense qu'on n'a rien vu encore. Je pense que cette saison avec Michael Penix, on va vraiment débloquer quelque chose en attaque du côté des Falcons. Drake London aussi a connu une bonne fin de saison l'année passée. Je pense vraiment que Bijan Robinson doit être utilisé à toutes les sauces également. Gilles a parlé que lui, était utilisé vraiment à bon escient et souvent dans le jeu aérien. Donc, je pense que B. John Robinson, pour moi, ça ne fait aucun doute, même qu'il n'y a pas beaucoup de risques. C'est un porteur de ballon dynamique. Je pense qu'il va connaître une grande saison au niveau fantasy. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, les Falcons sont intéressants là, avec Michael Penix au poste de quart. En deuxième position, donc Marc-André, tu as Saquon Barkley. Gilles, tu as Jahmyr Gibbs. En fait, bon, vous les avez inversés puisque Marc-André, tu as Jahmyr Gibbs en troisième position. Tu es un partisan des Eagles, Marc-André, alors j'imagine que c'est la raison pour laquelle tu as favorisé Saquon face à Gibbs. C'est aussi simple que ça? Non, mais écoute, personnellement, je trouve que ça vient quand même. La sélection de Saquon Barkley vient avec sa part de risque, puis j'en suis conscient. Par contre, l'année passée, 482 opportunités, 482 touches du ballon en beau français. Si on inclut les éliminatoires pour Saquon Barkley, c'est énorme pour Saquon. Puis j'ai une petite stats pour vous. Lors des 35 dernières années, il y a 25 porteurs de ballon qui ont au moins 400 courses en une saison si on inclut les éliminatoires. De ces 25 porteurs de ballon-là, en fait, de ces 24 porteurs de ballon-là, parce qu'on ne sait pas ce que Saquon va donner, 17 de ces 24 porteurs de ballon-là ont été blessés la saison suivante ou ont diminué leur production fantasy de 25 Puis c'est pas toute rose là, pour Saquon Barkley l'année passée. Beaucoup de courses explosives. Il y a 7 courses pardon, de 40 verges et plus la saison dernière. Il y a seulement 15 touchés aussi, ça c'est intéressant. Sixième chez les porteurs de ballon. Il a été ciblé seulement 43 fois, pas impliqué vraiment dans le jeu aérien chez les Eagles. Et à la porte des buts, il a obtenu seulement 41 des courses dans la zone payante. Ça, c'est bon pour le 34e rang chez les porteurs de ballon, c'est Saquon. Je sais que ça vient avec ta part de risque. Je sais que ce gars-là est exceptionnel. C'est une machine. C'est un porteur de ballon hors pair, hors norme. Je pense qu'il peut répéter, mais je sais que l'usage que les Eagles en ont fait l'année dernière, ça le rend risqué à la position 2. Mais s'il dispute 17 matchs, je pense que Saquon Barkley va fracasser encore d'autres records au niveau fantasy.
Gilles, on sait que l'historique des porteurs de ballon qui gagnent 2000 verges au sol en une saison est pas très bon pour la saison suivante. Parce que généralement, afin d'atteindre les 2000 verges, ben, ils touchent souvent au ballon, comme on l'a vu, comme Marc-André vient de nous expliquer du côté de Saquon Barkley. Toi-même, tu as joué à la position de demi à l'attaque. Ça t'inquiète pas, ça, le kilométrage qui commence à s'additionner du côté de Saquon? Mais en effet, puis on sait que c'est quoi auparavant aussi, c'était un joueur qui avait beaucoup de blessures quand il était avec les Giants. Puis comme tu disais, les joueurs qui ont 400 portées ou 2000 verges les années qui suivent, souvent il y a des blessures. C'est un petit peu la même chose avec Derrick Henry. C'est pour ça qu'à chaque année, Derrick Henry, j'hésite beaucoup à le classer dans le top parce que bon, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Mais en même temps, c'est quoi Barkley, c'est un joueur qui est extrêmement dynamique. C'est un running back du Big Ten comme moi-même, je l'ai déjà été. La seule chose, et Marc-André en a parlé, c'est qu'à la porte début, avec le touche-push, ou bien le touche-push, on va l'appeler, il donne souvent la balle à Jalen Hurts et pas nécessairement la balle au running back. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je l'ai classé un peu plus bas. Bon, c'est une des raisons, en plus du fait qu'il y ait des risques de blessure. C'est pourquoi je l'ai classé plus bas. Mais on sait très bien que s'il joue 17 matchs, il y a des grandes chances, comme Marc-André l'a dit, qu'il fracasse encore une fois des records. Et j'aimerais spécifier, Didier, que notre classement est en format standard. Ça avait été un format PPR, donc on obtient des points pour des attrapés. Mhm. Je pense que j'aurais flippé Jameer Gibbs et Saquon Barkley. Là, Jameer Gibbs vient prendre davantage de valeur là, dans mon classement. Oui, en tout cas, c'est Kwon qui mise toujours sur la meilleure ligne à l'attaque de la NFL. En plus, c'est les Eagles de Philadelphie. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça en termes de production. Est-ce qu'il sera aussi productif que l'année dernière? Jamais dans l'histoire de la NFL, bien sûr, un porteur de ballon a gagné 2000 verges lors de 2 saisons consécutives. Parlons de Jahmyr Gibbs. On va commencer avec toi, Gilles. Parce que Jahmyr Gibbs, regarde, son talent est indéniable. Bon, il a changé de numéro. Il va porter numéro 0 cette année. Je suis pas vraiment un fan de ça. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi. Mais en plus de ça, Ben Johnson n'est plus là, l'excellent coordinateur à l'attaque est maintenant à Chicago à titre d'entraîneur-chef. Est-ce que ça te fait pas peur, ça, peut-être? Est-ce qu'on va continuer d'utiliser aussi bien Jahmyr Gibbs qu'on l'a fait l'année dernière avec un nouveau coordinateur à l'attaque du côté de Détroit? J'avais pas pris en considération le fait que Ben Johnson n'est plus là. Jahmyr Gibbs, c'est quand même un joueur qui, partout où il a passé, ça, Georgia Tech, Alabama, qui était très explosif. Donc, je pense pas nécessairement que le fait qu'il ait changé de coordinateur offensif, ça va changer grand-chose. C'est un joueur qui est très explosif. C'est un joueur qui va impliquer, que ce soit par la passe, par la course. La seule chose, c'est que David Montgomery est encore là, ce qui est un autre bon porteur, bon running back. Mais je pense que Jahmyr Gibbs a pris la position de porteur partant. Je suis pas vraiment inquiet parce que les Lions ont quand même des bons joueurs de position, skill position. Donc, je pense que Jahmyr Gibbs va déranger cette année-là. Et toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses de Jahmyr Gibbs? Est-ce que ça t'inquiète le fait que Ben Johnson n'est plus là ou t'es comme Gilles, t'as confiance au talent de Jahmyr Gibbs, qui est un des porteurs de ballon les plus talentueux de la NFL? Tu penses qu'il va continuer d'être aussi productif en termes de fantasy football? Écoute, chez les Lions, on a décidé vraiment d'y aller dans la continuité. Là. On a quand même engagé on a remplacé à l'interne, comme on dit. Jahmyr Gibbs, pour ce qui est de David Montgomery, pensez-vous que Jahmyr Gibbs, l'année dernière, il a récolté plus de 1900 verges au total, 20 touchés. Pensez-vous que la présence de David Montgomery a fait une différence pour Jahmyr Gibbs? Pas du tout. Fait que je pense qu'encore là, cette saison, on peut y aller avec confiance que Jahmyr Gibbs va pouvoir récolter ses points fantasy. Il a été vraiment un monstre là, même en éliminatoire fantasy, plus de 25 points fantasy lors des 3 semaines éliminatoires au niveau fantasy. Donc, Jahmyr Gibbs, pour moi, demeure une valeur extrêmement sûre aussi cette saison. Puis Gilles, le changement de numéro, du numéro 26 au numéro 0, ça, qu'est-ce que tu penses de ça, numéro 0 pour un demi à l'attaque? Moi j'aime pas ça, vraiment. C'est sûr que nous, on était old school dans notre temps, mais moi, j'avais le numéro 2 au Vieux-Montréal. Mais bon, un running back, c'est bon, bien un single digit. Numéro 0, c'est nouveau. Je pense que ce sera peut-être le 0. Ce sera le premier, justement, qui va mettre le numéro 0 on the map, comme on dit. Je sais pas. Ça reste à voir, mais tu sais, je trouve ça cool quand même que de voir un running back le numéro 0, ça fait changement. Mais je sais que les personnes qui sont plus old school vont pas nécessairement aimer ça.
Ouais, ouais, c'est moi qui est peut-être un peu trop school, mais tu portais bien le numéro 2 au vieux. Là. Tu faisais bien paraître le numéro 2 quand tu l'as porté Merci, au merci, cégep. merci, merci. Alors maintenant, on va regarder la position 4, 5, 6, parce que là, ben, encore une fois, là, vous entendez pas nécessairement. Christian McCaffrey, pour Gilles, est en quatrième position. Derrick Henry du côté de Marc-André. En dessous de ça, ben, Derrick Henry est là pour Gilles en cinquième position, alors que Marc-André, lui, ben, semble avoir confiance en Sean Genty, l'ancien demi à l'attaque étoile d'Université Boise State. Et donc, ça conclut votre top 5. Marc-André, alors toi, tu as confiance en Derrick Henry, dis-moi, mais tu ne sembles pas avoir confiance en Christian McCaffrey, toutefois. Non, mais McCaffrey, encore là, c'est les blessures. Faut pas oublier que Christian McCaffrey, messieurs, là, il a disputé semalement 4 saisons complètes lors de ses 7 dernières campagnes de la NFL. Ça m'effraie quand même. Puis on a vu lorsqu'il est revenu au jeu contre les Bills la saison dernière, il manquait un peu d'explosivité dans son jeu. Je sais qu'on dit au camp des 49ers en ce moment qu'il est en santé, qu'il est en pleine forme. Et je pense que Christian McCaffrey, lorsqu'il est en pleine forme, il est le meilleur porteur de ballon au niveau fantasy. Sauf que ça m'effraie. Je préfère avoir des valeurs plus sûres. Et j'ai été aussi de ceux qui ont été brûlés avec un premier choix au total dans un pool l'année dernière. J'ai pris Christian McCaffrey. Donc, tu as des Puis je l'ai cicatrices, hein? ressenti. Puis exactement, on dirait qu'on est rancunier un peu. Je suis conscient que Christian McCaffrey pourrait être le meilleur porteur de ballon, mais j'ai mes réserves au niveau de la santé. Je sais qu'il est... C'est ça. J'ai mes réserves. Il commence non plus à se faire vieux. Lui aussi, il y a de l'usage. Il y a des kilométrages derrière la cravate. Christian McCaffrey m'effraie. Pas qu'il n'ait pas un top 10 à la position, pas qu'il n'ait pas un choix de, disons, entre. Vous allez avoir Christian McCaffrey en fin de première, peut-être début de deuxième ronde, peut-être milieu même pour première ronde, dépendamment de vos poules. Mais je pense que Christian McCaffrey vient lui aussi avec sa part de risque. Ouais, puis toi, Gilles, qu'est-ce que tu penses de McCaffrey? Est-ce que tu crois qu'il sera en mesure de retrouver la forme qu'il avait il y a quelques années, là, lorsqu'il avait gagné 1000 verges par voie de réception, 1000 verges au sol? Là? Ben, si la blessure qu'il a eue l'année passée est rétablie, on s'entend quand même que il a pas eu beaucoup, il a pas joué beaucoup l'année passée. Ça fait qu'il y a comme une saison qu'il n'a pas vraiment joué. Puis comme on disait hors onde, si McCaffrey était McCaffrey, on s'entend qu'il va probablement être dans le top 3 des running backs ou peut-être même le premier running back. Ça fait que, c'est un choix, c'est un risque à prendre. Je pense que dans les repêchages de fantasy, ça va être intéressant de voir c'est qui le premier qui va prendre sa chance à drafter Christian McCaffrey. Je pense que c'est là que le draft va commencer quand il y a un joueur qui va dire regarde, je vais prendre une chance sur Christian McCaffrey. C'est un peu comme Saquon Barkley l'année passée. Saquon Barkley, c'est un joueur qui était souvent blessé, qui était, je pense, en fin de première ronde. Et les personnes qui ont pris leur chance à prendre Barkley, ils ont eu des bonnes saisons. Ça fait que ça va être à peu près la même chose avec McCaffrey. Mais je pense que ici, il est encore capable d'avoir une bonne saison, une saison à la McCaffrey. Ouais, puis rapidement, les gars, le cas de Derrick Henry, est-ce que c'est l'année où Derrick Henry va ralentir? Parce que l'année dernière, écoutez, plus de 1900 verges. Il est maintenant dans la trentaine. Il ne semble pas ralentir. Il est vraiment un surhumain. Mais il n'y a pas un risque à repêcher Derrick Henry tôt cette année, là, étant donné là, son âge et tout le kilométrage, tous les coups qu'il a encaissés au cours de sa carrière, Marc-André? C'est assez fou de penser que Derrick Henry, la saison dernière, il a essentiellement pratiquement les mêmes statistiques que sa saison où il avait été nommé joueur par excellence en attaque là, avec les Titans du Tennessee, Derrick Henry. Je pense que tu l'as dit, c'est un surhomme. L'année dernière, on l'a vu, évidemment. Je rappelle que notre classement est en format standard. Derrick Henry serait probablement plus bas pour moi en format PPR parce qu'il n'attrape pas vraiment de ballon. Est-ce qu'il va ralentir? Sûrement, mais je gagerais pas contre Derrick Henry, Didier, encore une fois cette année. Je pense même, il ne faut pas oublier qu'en début de carrière, on l'a quand même ménagé un petit peu. Là, on se souvient, chez les Titans, il y avait DeMarco Murray à l'époque dans le portrait, puis Derrick Henry n'a pas commencé sa Ah carrière oui, c'est vrai, ben oui. en étant le porteur de ballon numéro 1 des Titans. Je ne sais pas si ça peut jouer, mais ce gars-là, c'est un tank, c'est un gars-là, c'est un monstre, Derrick Henry. Je ne suis pas prêt à dire qu'il va ralentir cette année, surtout pas dans cette attaque-là qui est vraiment axée, qui est bien faite là, pour lui, celle des Ravens de Baltimore. Est-ce que tu partages l'avis de Marc-André et Gilles dans le cas de Derrick Henry? Ben, je dirais l'année passée, Derrick Henry, j'aurais mis plus bas, mais à cause que je vois que dans le fond, c'est un genre
un genre de vampire, tu sais, il continue, là, tu sais, il arrête jamais, là, tu sais. Je l'ai mis quand même plus haut. Mais je pense qu'il va continuer à faire ce qu'il fait, mais bon, je crois que s'il y a des blessures, il commence à avoir des blessures, il va commencer à ralentir, mais pour le moment, pourquoi pas le mettre à la cinquième position? Ça fait des années qu'il a des top running backs, puis je pense qu'il sera encore cette année, là. Ouais, puis en plus de ça, il y a Lamar Jackson qui est lui-même une menace au sol, bien sûr, dans le champ arrière avec lui. Alors ça, ben, ça lui donne un petit coup de pouce là, d'avoir le carrière le plus rapide de toute la ligue à ses côtés. Maintenant, on va s'attarder aux positions 6 à 10. Puis on va commencer, la chose qui me saute aux yeux, c'est que Gilles a Jonathan Taylor des Colts d'Indianapolis en sixième position, alors que Marc-André, lui, il a Taylor en dixième position, donc il y a une bonne différence quand même au classement de Jonathan Taylor. Je vais commencer avec toi, Gilles. Tu sembles croire en Jonathan Taylor, malgré le fait qu'il a raté des matchs en raison de blessures lors des dernières années. Oui, mais Jonathan Taylor, c'est un gars qui m'a gagné le championnat l'année passée. Ah, Je pense qu'il avait couru pour il y a eu une Voilà. trentaine de points. la Regarde la loyauté de Gilles situation. Lézy. Mais tu sais, je pense qu'il y a 3 ans, Jonathan Taylor était le top player, dans le top running back dans le fantasy, ou bien projeté comme le top player. Il a encore les mêmes capacités. Il n'est pas un joueur qui est nécessairement trop vieux. On regarde aussi la situation des carrières avec les Colts. Donc, on a Daniel Jones et puis Anthony Richardson. Fait que je pense qu'ils vont beaucoup, beaucoup se fier sur le jeu au sol. Et Jonathan Taylor, c'est le joueur qu'ils ont. En fond, c'est leur joueur étoile dans le champ arrière. Donc, je pense que s'il reste, puis on dit souvent ça de tous les running backs, s'il reste en santé, qu'il va dans le top 10, peut-être même top 5 des running backs dans le fantasy. Oui, toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses de Jonathan Taylor? Parce que tu l'as classé en dixième position comparativement à Gilles qui l'a en sixième position. Est-ce que tu es inquiété par la position de carrière? On en a parlé souvent là, lors des dernières semaines. Là. Anthony Richardson, Daniel Jones. Est-ce que ça explique pourquoi tu as Jonathan Taylor classé plus bas? Tu viens de me dire, de nommer les noms Daniel Jones, Anthony Richardson. Est-ce que ça t'inquiéterait, toi, Didier? Moi, Oui, oui. oui, oui. Je dormirai pas de la Moi, nuit. moi, ça m'inquiète, mais c'est pas juste ça aussi. Tu sais, on oublie que, tu sais, je suis d'accord avec vous, messieurs, Jonathan Taylor, lorsqu'il est sur le terrain, il est formidable. L'année dernière, en 14 matchs, il a quand même réussi à récolter 1500 verges au total, plus de 1400 par la course, même 11 touchés. Le problème, c'est qu'on dit s'il reste en santé, lui aussi, c'est un cas comme Christian McCaffrey. Je vois que je suis plus. J'ai mes réserves là, envers les porteurs de ballon qui ratent des rencontres. Ça fait 3 saisons maintenant que Jonathan Taylor manque des matchs. En 2022, il a disputé seulement 11 matchs. En 2023, 10. En 2024, 14. Incapable de disputer des saisons complètes. C'est ça, moi, qui m'a fait baisser Jonathan Taylor dans mon classement. C'est vraiment pas une question de talent en son cas. Ah, ben d'accord, alors on va voir si Anthony Richardson ou Daniel Jones va éviter de bousiller la saison de Jonathan Taylor. Maintenant, Gilles en septième position à Bucky Irving. Marc-André là en sixième position. Donc c'est quand même assez pareil de votre côté. Josh Jacobs en huitième position pour Gilles, alors que Marc-André là en neuvième position. Donc c'est quand même assez similaire. Et devant les Chain, encore une fois, donc vous avez pas mal les mêmes joueurs dans le même groupe de position 6 à 10. Marc-André, est-ce qu'il y a un joueur en particulier dont tu aimerais nous parler justement dans les positions 6 à 10? J'aimerais entendre parler, Gilles, de Ashton Genty, qui n'est pas dans son top 10 et moi qui se retrouve à la position numéro 5. J'ai vraiment confiance en Pete Carroll et en l'attaque des Raiders. Là. J'ai toujours été frileux à l'idée de repêcher des porteurs de ballon recrues en première ronde ou rapidement dans un pool, mais je pense qu'Ashton Genty, pour moi, c'est l'une des exceptions qui confirme la règle. Je pense qu'il va être tout simplement incroyable. Pete Carroll, historiquement, aime avoir des parteurs de ballon de 3 essais. Je dis pas qu'Ashton Genty, c'est son Marshawn Lynch de 2025, mais ça reste que je pense que Ashton Genty a tout le potentiel et tout le talent du monde pour connaître une bonne saison fantasy. Je voulais rapidement te parler de Bucky Irving, que j'ai en 6. J'adore Bucky Irving. Je vois que Gilles aussi l'adore, Bucky Irving. Messieurs, l'année passée, Bucky Irving a quand même réussi à récolter plus de 1500 verges au total en disputant moins de 60% des jeux de l'équipe dans 15 de ses 17 matchs. Il a été premier dans la NFL pour les verges après conquête, quatrième pour les verges par course dans la NFL. Il y a 5 matchs de plus de 10 courses
Et lors de ces 5 matchs où il a obtenu plus de 10 courses, il a obtenu en moyenne 20 points fantasy. Je sais que la présence de Rashad White, et même on dit du côté des Buccaneers qu'on va donner davantage d'opportunités à Sean Tucker cette saison, mais je pense que Bucky Irving, on peut voir que lorsqu'il est sur le terrain, même si on ménage un peu parce que c'est pas un porteur de ballon imposant, Bucky Irving, je pense qu'il peut amener ses propriétaires fantasy vers la rue et vers l'or. Rien de Ben, moi, moins. dans le fond, je Mais, tiens. Ouais. Vas-y, ouais, vas-y. vas-y, Gilles, vas-y. Non, je tiens à préciser que mon classement, j'ai plus un classement PPR. Donc, c'est la raison, probablement la raison pourquoi que Ashton Gentil, je l'ai mis plus bas dans le classement. C'était un porteur recru. On en avait parlé dans un autre podcast que oui, il fut une année qu'il y a une année qu'il avait quand même attrapé la balle, je pense, une quarantaine de fois à Boise State. Mais je Ouais. ne suis pas convaincu à 100% qu'en première année, tu sais, je pense qu'en première année, il va être un joueur d'impact. C'est un joueur d'impact pour le mettre dans un haut dans le classement, comparé, mettons, à Jahmyr Gibbs ou à Bijan Robinson quand ils sont rentrés dans la NFL. Donc, c'est pour ça que j'hésite à le mettre plus haut. Dans le pas des classements, il était plus haut, mais non, moi, j'hésite vraiment à le mettre plus haut. Donc, je l'ai mis à la 12e position. Et pour Ah, ok, Bucky ok, ok. Irving, comme Marc-André, pour Bucky Irving, c'est un joueur que j'adore. Comme il a dit, c'est un joueur qui, en début de saison, il n'était pas vraiment beaucoup utilisé. Il y avait Sean Tucker, il y avait what's his name? C'est quoi son nom encore? L'autre running Rashad back qu'on White. en a parlé. Rashad Rashad White qui était White. là. Ouais. Exactement. Mais qui, en fin de saison, mais Bucky Irving, en fin de saison, était utilisé d'une très bonne façon. Puis, je pense que c'est un des facteurs numéro un pourquoi ils ont fait les playoffs, ils ont fait le push vers les playoffs. C'est justement le jeu de Bucky Irving. Donc, c'est un très bon running back. Puis, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit aussi plus haut dans la liste en fin de saison. Ouais, ça a vraiment été une belle trouvaille de la part des Buccaneers de Tampa Bay au repêchage Bucky Irving. On va maintenant se tourner vers les positions 11 à 20. Gilles avait Karen Williams des Rams en 10e position. J'ai hâte de voir où est-ce que Marc-André l'a. Mais on va jeter un coup d'œil, oui, aux positions 11 à 20 de vos classements. Gilles en 11e position à James Cook des Bills de Buffalo. Puis là, je regarde, oh, James Cook, OK, il est là en 14e position du côté de Marc-André. Écoute, Marc-André, dans des positions 11 à 15, est-ce qu'il y a un joueur là, qui retient ton attention et tu aimerais nous parler pendant que je constate que toi, tu as Karen Williams en 12e position, donc son classement est assez similaire à celui de Gilles. Karen Williams, ça me démange, Didier. Je le trouve assez bas, finalement. C'est un, tu sais, on en parlait un peu avant d'entrer en onde là, avec Ouais. Gilles. Je dis, des fois, tu te fais un classement un soir, puis là, le lendemain matin, tu regardes, puis tu te relèves, tu fais comment? Il est donc bien bas. Karen Williams, c'en est un qui est bas. Tout ce qu'il fait, Karen Williams, c'est marquer les touchés depuis qu'il est dans la NFL. Il est dans une attaque, on lui donne le ballon de 3 essais. Dans une attaque, quand même, Sean McVay. J'aime parier pour des attaques comme celle de Sean McVay au niveau fantasy. Mais je veux vous parler du porteur de ballon canadien Chase Brown, un porteur de ballon que j'adore cette saison. Messieurs, à partir de la semaine numéro 9 en 2024, Chase Brown a été le porteur de ballon numéro 4 au niveau fantasy lors de ses 8 derniers matchs. Donc, il a obtenu en moyenne plus de 116 verges au sol. Non, il y a une moyenne de 116 verges au sol, oui, c'est ça. Si on traduit ça, si on transpose ça sur 17 matchs, ça fait 1976 verges, donc près de 2000 verges au sol. Maintenant, c'est sûr qu'on fait des projections dans le cas de Chase Brown. Il a été utilisé à outrance dans le jeu aérien par Joe Burrow. Je pense que ça aussi, ça va se poursuivre cette saison. Plus de 4 réceptions par match lors de ses 8 derniers matchs. Il a été utilisé également, il était sur le terrain, c'est ça qu'on veut voir au niveau fantasy. 79% des jeux lors des 8 derniers matchs. Et on n'a pas fait d'investissement majeur là, du côté des Bengals à la position de porteur de ballon au niveau du repêchage. On a encore Zach Moss. On a signé également, on a rapatrié Samaje Perine. Donc, moi, ça me laisse croire que Chase Brown sera l'homme de la situation dans une attaque qui sera explosive, qui devra marquer des points parce qu'on a une défense, comme on le dit depuis le début du podcast, Ah oui. Didier, on a une défense exécrable du côté des Bengals.
On n'a toujours pas signé Shamar Stewart en passant, hein? Toujours pas Non. réglé. Trent Rickson, toujours pas prolongation de contrat. Écoute, pour le Fantasy Football, les Bengals vont vraiment être une bonne équipe parce qu'ils vont devoir marquer 45 points, je pense, pour avoir une chance de gagner. Gilles, toi, de ton côté, Chase Brown, tu l'as en 13e position, donc seulement 2 positions plus bas que Marc-André. Quelle est ton évaluation de Chase Brown? C'est vrai qu'il a terminé la saison en force. Par contre, c'est pas un porteur de ballon qui est très imposant physiquement. Toutefois, il est explosif. C'est un joueur qui est très productif. C'est un Canadien. C'est un running back du Big Ten. Euh, fait que moi, comme Marc-André dit, c'est un joueur qui, à Illinois, a été une étoile, donc un très bon joueur, un All Big Ten running back. Ça a été plate pour l'année passée qu'il manque son 1000 verges. Je pense qu'il s'est blessé en fin de saison, puis il n'a pas eu de 1000 verges. Mais on voit vraiment qu'au fil de l'année passée, il a fait un statement en voulant dire que je suis un des bons running backs de la NFL, un des bons running backs dans le fantasy. Et je pense que cette année, il va vraiment solidifier ça. Il va vraiment montrer qu'il est là pour rester là, dans le fond. Puis quand on parle de Karen Williams, Karen Williams, c'est comme Marc-André l'a dit, c'est l'offense des Rams, c'est une offense qui est très explosive. On l'a vu avec les autres running backs qu'il y a eu auparavant. Il y a quand même Blake Corum qui est là, qui va, je pense, avoir Oui. un plus grand rôle par rapport à l'année passée. Donc, c'est pour ça que dans ma tête, je me suis dit que Karen Williams, ça se peut qu'il baisse un peu parce que Blake Corum, c'est un bon running back et je pense qu'il va avoir plus de portée cette année. Ouais, c'est vrai, Blake Jacquez Corum, Hunter aussi du côté des Rams. Oui, excuse-moi, Didier, il y a Jacquez Hunter aussi qu'on aime bien, on dit, du côté des Rams. Il pourrait peut-être voir du terrain, donc c'est à surveiller, mais tu sais, on s'entend, là, Jacquez Hunter, ça reste pour moi un nom du mois dominicain du mois de mai-juin. oui, oui, non, on s'entend. On va attendre au moins de voir qu'est-ce qu'il va faire lors des matchs préparatoires. Mais pour conclure sur Karen Williams, c'est que il fait tout bien, mais il n'y a rien qui est extraordinaire, je dirais, de sa part. Tu sais, c'est pas le porteur de ballon le plus explosif, il n'est pas imposant physiquement, mais il est productif. Alors, c'est peut-être une des raisons pourquoi des fois, Karen Williams, c'est pas le choix le plus sexy, mais à la fin de la saison, ben c'est ça. On se rend compte qu'il est parmi au moins le top 10 des porteurs de ballon en termes de production de fantasy football. Gilles, dans les positions de 11 à 15, est-ce qu'il y a un porteur de ballon là, de ton classement que tu aimerais nous parler? Là? Tu sais, je regarde, il y a James Cook, bon, on a parlé de Genty, on va parler de Brown. Joe Mixon, c'est un peu comme Derrick Henry. Il y a beaucoup de kilométrage. Moi, Mixon m'a vraiment surpris. La saison qu'il a eue l'année dernière avec Houston, il courait mieux que lors de ses 2 dernières années à Cincinnati où je trouvais qu'il avait l'air lourd, que justement il semblait être en ralentissement. Mais l'année dernière, écoute, il a été un des meilleurs joueurs en attaque là, du côté des Texans de Houston. Bref, est-ce qu'il y a un joueur dont tu aimerais nous parler des positions de 11 à 15? James Cook, c'est un running back que j'aime beaucoup. C'est un running back qui, je pense, qui a eu une bonne saison l'année passée. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire cette année avec les Bills. Je pense qu'il est capable d'avoir une très bonne saison. Et c'est un joueur que, comme je dis avec d'autres running backs, qui pourrait se retrouver plus haut dans la liste. C'est un joueur qui fait beaucoup de bonnes choses. Il ressemble un peu à son frère, Dalvin Cook. Donc, j'ai hâte de voir comment sa saison va aller, James Cook. Ouais, James Cook, c'est un joueur qui est polyvalent, un porteur de ballon que tu peux déployer, l'envoyer à la position de demi-inséré, même à la position de receveur éloigné lorsqu'il jouait à Georgia. Je me souviens, on l'utilisait de cette façon-là. Mais moi, il m'a vraiment impressionné comme porteur de ballon numéro 1 parce que je pensais pas qu'il allait être assez robuste physiquement, si on peut dire, afin d'être le demi à l'attaque numéro 1 du côté des Bills. Mais ça a effectivement été le cas. Et Dans le cas, oui, vas-y. Dans le cas de James Cook, ce qui a fait son succès fantasy l'année dernière, c'est ses 18 touchés. On peut Oui. penser, on peut supposer qu'il y aura une régression dans son cas parce qu'il a obtenu 18 touchés en ayant 43 opportunités de moins dans l'attaque des Bills. Donc, il a connu une meilleure saison fantasy en ayant moins d'opportunités. Je pense que Ray Davis est un porteur de ballon également talentueux du côté des Bills. Donc, ça reste à voir. On peut supposer qu'il y aura une régression parce qu'on ne marque pas 18 touchés à chaque saison. En fait, James Cook, l'année dernière, est devenu le 6e porteur de ballon avec au moins 15 touchés, avec moins de 210 courses depuis l'an 2000. Et les 5 autres porteurs de ballon, de ces 5 autres porteurs de ballon-là, la saison suivante, le sommet en termes de touchés était 7 touchés seulement. Donc,
On peut Ah s'attendre oui. à ce que James Cook ait une régression. C'est sûr qu'on mise beaucoup sur l'attaque au sol maintenant du côté des Bills avec Cook, avec Josh Allen également. Mais je pense que c'est ça le point névralgique là, dans le cas de James Cook, qui est dans la candidature, disons, de James Cook au niveau fantasy. Mais je pense qu'il demeure talentueux. Sa moyenne de verges par course est vraiment excellente. C'est un porteur de ballon explosif. J'ai bien hâte de voir là, dans le cas de James Cook ce qui va arriver. Mais ça reste que 18 touchés. On ne marque pas ça régulièrement dans la NFL. Là. Ouais, c'est vrai. À moins qu'on s'appelle Emmitt Smith ou le Daniel Tomlinson, comme tu l'as si bien dit. Il y a fort à parier qu'il va y avoir peut-être moins de production de sa part. Ben, messieurs, si vous le voulez bien, oui, on va maintenant se tourner vers les positions 16 à 20 de vos classements. Écoute, Gilles, je te donne une page blanche dans ton classement. Alvin Kamara, Breece Hall, James Conner, le Canadien, Chuba Hubbard. Puis là, en 20e position, tu n'étais pas capable de choisir. Tu as dit, je vais mettre les deux. Omarion Hampton, demi à l'attaque recrue, et Trevor Anderson, un autre demi à l'attaque recrue des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Tu les aimes également, j'imagine, de façon égale. Alors, dis-nous, est-ce qu'il y a un joueur là, qui te saute aux yeux dont tu aimerais nous parler de tes positions 16 à 20? Ben, premièrement, tu as Alvin Kamara qui, à chaque année, a une game ou deux games de 4 touchdowns, puis ensuite qui disparaît, disparaît plus ou moins pour le C'est reste de la vrai, hein? saison. Ouais, chaque année, c'est ça. Et ensuite, dans le fond, c'est les deux recrues, dans le fond. C'est Omarion Hampton, c'est Travion Henderson. Ma dernière présence sur ton podcast, on en a parlé. Je pense que Travion Henderson, c'est un joueur qui est un peu plus polyvalent, qui peut attraper beaucoup de passes, qui peut aider dans plusieurs facettes du jeu. Donc, je pense qu'il va avoir une bonne saison avec les Patriots. Puis Omarion Hampton qui s'en va avec Jim Harbaugh, qui va trouver une bonne façon de l'utiliser. Je pense bien qu'il va avoir une bonne saison. Donc, je pense que ça serait intéressant de voir euh, vers la fin de la saison, bien peut-être en milieu de la saison, où ces deux recrues-là sont rendus. J'ai vu que Hmm. Marc-André a Quinshon Judkins qui va lui aussi avoir un grand rôle avec les Browns. Donc, lui aussi, ce serait intéressant de voir où ils sont rendus. Mais je pense que c'est des joueurs qui vont, l'année prochaine, qu'on va voir pas mal plus haut dans la liste parce que c'est des gars qui vont faire du bruit dans la NFL. Ouais, toi, Marc-André, dans tes positions 16 à 20 de ton classement, est-ce qu'il y a un joueur en particulier dont tu aimerais nous parler? Ben, je voulais vous parler de Breece Hall parce que, messieurs, qu'est-ce qu'on fait avec Breece Hall cette saison? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est à la Hmm. position numéro 17 dans mon classement fantasy. Puis écoute, on parle d'un gars qui est un top 5 fantasy, voire top 3 dans vos repêchages l'année dernière. Un gars maintenant disponible en troisième ronde des repêchages fantasy. Le porteur ballon numéro 17 en format PPR cette année. Je ne sais vraiment pas quoi penser parce que je pense que Breece Hall est talentueux. Je pense que les blessures, il était à une saison là, de se remettre d'une grave blessure. L'année dernière, il est revenu d'une grave blessure l'année précédente. Des fois, on dit que les porteurs de ballon, ça prend 2 ans avant de revenir, disons, au sommet de notre forme. Il reste que sa moyenne de verges par course de 4,2 l'année dernière était nettement inférieure à celle de 5,8 qu'il avait à l'époque en 2022 lorsqu'il est arrivé dans la NFL. Aaron Glenn, le nouvel entraîneur-chef, aussi a mentionné qu'il voit peut-être un comité là, à la position de porteur de ballon des Jets de New York. Il ne faut pas oublier qu'Aaron Glenn n'était pas le coordinateur offensif des Lions l'année dernière, c'est sûr, mais il a vu l'utilisation d'un comité avec Montgomery et Gibbs. Je pense qu'on veut donner davantage d'opportunités à Braden Allen également, qui a un certain potentiel du côté des Jets. Également les échappés, les passes échappées. Breece Hall l'année dernière n'était pas vraiment dans son assiette. 22e aussi seulement pour les plaqués évités. On manquait d'explosivité dans son cas. Il a seulement 24 ans. Je pense que la carrière, je pense que Breece Hall est un bon porteur de ballon. Je pense qu'il peut rebondir. Mais je serais curieux de vous entendre, Didier, et surtout toi, Gilles, sur ce que tu penses de Breece Hall. Mais moi, ce que je dirais, je pense que c'est une saison qui est importante pour lui parce que ça va le mettre dans bien une catégorie de running back, un joueur, top joueur de la NFL, ou bien ça va être considéré comme étant bon, plus ou moins un bust, ou bien un gars qui va peut-être changer d'équipe. Donc, c'est vraiment une carrière, une saison qui est importante pour sa carrière. Comme tu dis, Braylon Allen est en arrière de lui. Braylon Allen, c'est aussi un bon un running back qui est jeune, qui n'a, je pense, que juste 20 ou 21 ans. Qui a quand même un bon gabarit et à qui on veut donner la balle, plus donner la balle. Donc, ça va être important pour lui, justement,
d'avoir une bonne saison pour se solidifier comme étant un top joueur de la NFL. Sinon, je pense qu'ils vont les changer ou bien ils vont changer d'équipe l'année d'après. Alors ça va être quelque chose à surveiller. Tout à l'heure, tu as commencé en parlant d'Alvin Kamara, Gilles. Moi, j'ai aucune confiance en les Saints de la Nouvelle-Orléans, là, que ce soit au vrai football ou au fantasy football cette année, avec Tyler Shock à la position de carrière. Moi, je vais me tenir loin, loin de tous les joueurs des Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est juste mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager. Moi, la Nouvelle-Orléans, je me tiens loin d'eux autres cette année-là. Ça va pas bien pour moi. Maintenant, James Conner, Gilles, tu l'as en 18e position. Puis Conner, c'est tout le temps un joueur, on dirait, qui passe sur le radar. Mais lorsqu'il est en uniforme, il est le cœur de l'attaque des Cardinals de l'Arizona depuis qu'il s'est joint aux Cardinals. Quelle est ton évaluation de lui également du porteur de ballon canadien Chubba Hubbard? James Conner, c'est pas nécessairement un de mes joueurs préférés. Puis j'ai pas une raison pourquoi c'est pas un joueur que j'aime pas beaucoup. C'est juste que c'est un gars qui c'est pas mon genre de running back nécessairement. C'est quand même un running back qui est costaud. C'est un running back qui fait une bonne job. Mais c'est un gars qui est productif. Donc un gars qui est productif dans les dernières années, on le voit souvent avoir beaucoup de points. Donc j'ai pas nécessairement une évaluation de lui. Je pense que c'est un joueur qui fait bien qu'est-ce qu'il fait, mais en même temps, c'est pas mon joueur préféré. Chuba Hubbard, c'est un joueur que j'aime bien. C'est un Canadien, premièrement. C'est un joueur qui s'est, dans le fond, l'année passée, a eu une bonne saison. Je n'étais pas sûr que ça allait être un top running back en termes de fantasy. Je pense l'année passée, est-ce qu'il y avait Miles Sanders l'année passée? Avec eux. Donc, je n'étais pas sûr s'il Ouais, allait je pense qu'ils l'ont vraiment. libéré finalement, ouais. Ils l'ont libéré, mais l'année passée, je pense qu'il y avait Miles Sanders. Moi, je pensais plus que c'était Miles Sanders qui allait c'est comme le premier running back dans leur équipe. Mais quand même, Chuba Hubbard, je pense que c'est un joueur qui se blesse quand même. Je ne sais pas s'il y a des problèmes de blessure. Je pense qu'en fin de saison, il y a eu une blessure, si je ne me trompe pas. Mais en même temps, comme je dis, c'est un Canadien. Je pense qu'il peut faire des bonnes choses en NFL. C'est reste à voir comment il va faire cette année. C'est excellent ça. Marc-André, J'adore, j'aimerais que tu moi. me parles. Ouais, vas-y. J'adore Chuba Hubbard. J'espère que les gens qui sont dans mes pools vont m'écouteront pas le prochain segment. Je pense que c'est un gars sur qui je vais miser beaucoup de jetons là, lorsque la saison fantasy des repêchages va arriver. J'adore Chuba Hubbard, Didier, parce que l'année dernière, on semble oublier là, que sa moyenne de verges par course était de 4,8. C'était bon pour le 8e rang dans la NFL. Il a quand même obtenu plus de 1360 verges totales, 11 touchés la saison dernière. Il était tout le temps sur le terrain. On se souvient l'année passée, en début de saison, on se disait, mon Dieu, les Panthers ont repêché Jonathan Brooks. Il revient d'une grave blessure. Chuba Hubbard, c'est seulement un gars qui est là en remplacement. On va libérer là, Jonathan Brooks en deuxième moitié. Il va être un league winner fantasy. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Chuba Hubbard c'est vraiment a pris une place importante, là, une place même primordiale là, dans l'attaque des Panthers de la saison dernière. On l'a même récompensé avec un contrat de 4 ans, avec beaucoup d'argent garanti. Donc ça me dit qu'on est prêt maintenant à laisser toute la place à Chuba Hubbard. On a signé Rico Dowdle dans l'entre-saison, mais c'est un contrat essentiellement d'1 an. Chuba Hubbard, l'année passée, il a obtenu toutes les opportunités. 4e pour les jeux joués à la position de porteur de ballon. Je pense qu'il est en ascension, Chuba Hubbard. Je pense qu'il devient une excellente valeur fantasy là, lorsque vous allez repêcher fin août, début septembre. Ouais, Marc-André, tu as Kenneth Walker plus bas que Gilles. Gilles Ouais. l'avait en 15e position. Toi, tu l'as en 18e position. Pour moi, Walker, lorsqu'on parle juste de talent de coureur, c'est un des meilleurs coureurs dans la NFL. Là. Lorsqu'il a le ballon dans ses mains, il est robuste, il a des bons changements de direction, mais il est constamment blessé. Alors, donc, ça explique la raison pour laquelle toi, tu l'as plus bas que Gilles en 18e position? On est quoi? On est le 8 juillet, on enregistre ce segment-là. Le 8 Oui. juillet.
Kenneth Walker a déjà un petit questionable rouge, là. Il n'a pas participé au minicamp, blessé. Et ça recommence parce que c'est pas le talent, lui aussi, Kenneth Walker. Hein. Puis même que l'attaque des Seahawks, on a mentionné, là, on a libéré Mike McDonald pour justement avoir, puis pas Mike McDonald, le contre-attaque de Washington, l'ancien de Washington, Ryan Grubbs, Grubbs. pour avoir plus d'équilibre parce qu'on passait à outrance la saison dernière du côté des Seahawks. Donc ça me dit on veut impliquer davantage Kenneth Walker. Il est talentueux, on le voit sur le terrain, mais le problème, c'est les blessures dans le cas de Kenneth Walker. C'est ça qui me refroidit dans son cas. Puis c'est pas... écoute, on n'en est pas à une seule saison. Là. C'est vraiment depuis le début de sa carrière. Kenneth Walker, c'est vraiment difficile de demeurer sur le terrain année après année. Ouais, qu'est-ce que tu penses de Walker, toi, Gilles, en terminant? C'est un joueur qui, dans sa saison recrue, a une saison extraordinaire, a une très bonne saison, puis ensuite a comme disparu un peu. Et comme on disait, c'est à cause des blessures. Mais quand il est sur le terrain, comme tu disais, quand il court la balle, c'est un joueur qui est extrêmement dynamique et c'est un très bon running back. Sa dernière saison dans le Big Ten le prouve. Il avait une excellente saison. Mais les blessures et maintenant... le fait qu'ils ont changé de carrière, changé de coordinateur offensif, peut-être ils vont plus lui donner la balle, mais en même temps, il faut faire attention aux blessures. Si il reste en santé, je pense qu'il va avoir une bonne saison. Bon, ben, ça va être à surveiller. Merci, messieurs, de vous être prêtés au jeu de comparaison de votre top 20. Merci, Gilles. Merci, Marc-André. C'est vraiment super. Puis, en tout cas, peut-être que c'est le début d'une tradition annuelle, là, avant le début de la saison, justement, de vous avoir les deux, là, et puis de jumeler vos connaissances afin de nous préparer en vue de la prochaine saison au niveau du fantasy football, en particulier à la position de porteur de ballon. Donc, je vous remercie, les gars. Merci beaucoup. Alors voilà, on a fait le tour pour les gens qui ont regardé cet épisode du podcast Le Sac du Cœur via notre chaîne YouTube ou qui l'ont téléchargé, qui l'écoutent de façon audio. Bon, on vous remercie. J'espère que cet épisode du podcast vous a plu et on vous reparle la semaine prochaine.